Aujourd'hui, si je me tais, c'est qu'il y aura d'autres personnes qui vont subir la même chose. Aujourd'hui, si je me tais, il y aura d'autres femmes qui vont subir la même chose. Vous voyez, je me suis déjà tue une fois. Je refuse de me taire encore une deuxième fois. Au début, tu te dis, tu es jeune, tu as peur de ce que tes parents vont dire, tu as peur de ce que les gens vont dire, donc tu ne dis rien. J'ai déjà subi une agression par une personne de mon quartier. Je n'ai jamais osé dire jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais osé parler jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, j'étais jeune. Quand j'ai atteint une âge de parler, j'ai jamais osé dire la vérité. Mais je suis me relevée avec la tête haute. Et en plus, le regarder comme ça, comme si de rien n'était dehors. Aujourd'hui, par abus de pouvoir. Aujourd'hui, parce que quelqu'un a un gros pouvoir sur l'autre, il peut mener une enquête comme il veut, il peut imposer ses règles et il peut faire des choses pour ne pas que jamais ça se sache. Aujourd'hui, Wallah Landim, je suis sûre que si je suis vivante, c'est parce que une femme enceinte qui serait morte dans les mains dans les mains d'une arrestation ou de quoi que ce soit, ça serait vraiment palpable aux yeux à la vue nationale. Mais je pense que c'est la seule chose qui m'a sauvée indirectement. Mais peut-être que ça serait peut-être arrivé, ou peut-être que ça va arriver. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça ne va pas arriver. De toute façon, parmi les intimidations qu'il y a eu toujours, c'est que si je fais pas ceci, ils vont empoisonner ma mère. Si je fais pas cela, si ma sœur revient au pays, elle va être arrêtée. D'ailleurs, ma sœur. Alaykoum salam. Chers téléspectateurs de ACMC et Comore Info, aujourd'hui nous avons un entretien qui est exclusif puisque on a avec nous Nazra, Nazra qui est actuellement en détention concernant l'affaire de la pyramide de Ponzi, une affaire qui a été montée par elle avec des collègues. Donc, je voulais savoir, Madame Nazra, est-ce que vous avez peur de faire cette interview? Oui, salam alaikum. Déjà, je m'excuse pour l'obscurité parce que, et si Vous jamais êtes je en parle très détention, bas, oui. parce que je suis encore en détention et que j'ai pas le droit d'avoir un téléphone, et j'ai pas non plus le droit de faire un interview. Mais au vu de la situation, j'ai un petit peu peur pour ma vie. Franchement, vous dire, je pense pas que je vais sortir indemne de cette histoire. Peut-être que je Vous avez du vais mal. peut-être mourir ou sous joie, donc ou je ne sais pas. Ceci dit, je me suis dit peut-être laisser une preuve ou des aveux quelque part, ça serait important. Au Vous avez moins, du si mal jamais il à... m'arrive quelque chose, mais vous pourrez quand même publier ceci pour que tout le monde puisse au moins connaître la vérité un jour. Les journalistes de Comore Info, comme ceux de ACMC, on a eu du mal à, à avoir votre contact. Mais aujourd'hui, on l'a et on va pouvoir peut-être éclairer les Comoriens et le monde entier sur cette affaire qui a, selon la justice, pour le moment, 2 milliards de préjudice. Je voulais d'abord vous poser comme question. Quelles sont les conditions de détention actuellement? Comment vous êtes détenu? Comment ça se passe votre Actuellement, franchement, j'ai l'impression d'être libérée. Je vais pas vous mentir. Être à la maison d'arrêt de Moroni, pour moi, c'est comme être libérée parce que vu tout ce que j'ai subi, toutes les détentions par lesquelles je suis passée auparavant, je vais pas vous mentir, le jour où j'ai quitté, le jour où les gendarmes ont été autorisés à venir me prendre, j'ai eu l'impression d'avoir été libérée. Donc, à la maison d'arrêt de Moroni, franchement, tout se passe bien. Bon, c'est vrai que les conditions n'y sont pas pour une femme enceinte parce que déjà, il y a pas de cellule pour femmes dans la mesure où il y a plusieurs détenus. Il y a pratiquement 300 personnes détenues dans une maison d'arrêt qui peut accueillir normalement que 180 personnes. Il n'y a pas de femmes. Je suis la seule femme sur 300 et quelques détenus. Donc, je suis obligée de rester dans la clinique ou parfois, ça va dépendre. S'il y a beaucoup de malades, je peux pas rester seule à la clinique. Donc, le lieutenant peut m'emprunter son office comme étant une cellule parce qu'il n'a pas le choix. Je suis obligée de rester dans un milieu pour ne pas vous savez, j'ai des nausées, j'ai plein d'autres problèmes et puis les infections et tout ça. Donc, comme il n'y a pas de cellules pour femmes, vu le manque d'espace, bah, j'ai commencé d'abord par être par le bureau du lieutenant
Daniel, pour après partir dans le bureau du garde en chef. Et après, quand il y a eu moins de malades, ben, je suis partie à la clinique. Là, actuellement, je suis dans la salle des médicaments, ce qui n'est pas bon pour moi dans le sens où je suis malade, donc je reste dans un milieu où il y a plein là où il y a la pharmacie, donc ça peut aussi affecter quelque part, mais il n'y a pas d'autre choix. C'est la seule salle où je peux être affectée vu les toilettes et tout ça. Donc, mais au vu de ce que j'ai vécu avant d'arriver ici, franchement, j'ai l'impression d'être libérée et d'être plus en sécurité là où je suis. En tout cas, ceux qui sont là, malgré les conditions et les moyens qui sont très minimes, ils font le nécessaire pour essayer de m'accompagner dans cette dure épreuve qui est la grossesse. Voilà. Oui, on rappelle qu'actuellement vous êtes enceinte et que vous êtes en détention à la prison de Moroni. C'est que les auditeurs de Comore Info et de SMC aimeraient savoir aussi, c'est comment avez-vous eu l'idée de monter cette affaire que vous appelez un business d'investissement? Comment avez-vous eu et comment avez-vous fait? Est-ce que vous étiez seul? L'affaire, c'est vraiment Ok. ça, les questions se posent là. Comment avez-vous fait et, et est-ce que vous êtes vraiment seul à avoir monté ce business ou vous étiez seul à monter ce business? Excuse-moi, parce qu'en fait, moi, je veux savoir exactement d'où vient l'idée, en fait. C'est une idée Voilà, qui c'est devient ça. de vous-même ou sur des entourages, en fait. Oui, Écoutez, il faut pas prendre ce qui a été médiatisé. Je ne dis pas que les médias mentent, mais les médias prennent ce qu'on leur sert sur la table. Donc, l'affaire a été médiatisée de manière à ramener une ampleur, une terreur, je dirais, au niveau national et une crainte pour toute personne qui solliciterait à comprendre cette affaire. D'accord? Je ne dirais pas qu'il y avait une affaire de Ponzi comme ils l'appellent, hein. J'avais un business de sous-traitance avec une société étrangère. Toutes les faits sont là, toutes les justificatifs sont là. Dommage que dans ce pays, on n'a pas un journalisme d'investigation qui aurait été agréé. Sinon, s'ils avaient été un petit peu en profondeur sur l'affaire, ils comprendraient. J'étais en c'est sous-traitance avec une société étrangère sur lesquelles je pouvais gérer des activités purement commerciales, que ce soit euh, douanières, que ce soit pour achat, que ce soit plusieurs, il y avait plusieurs catégories, mais qui nécessitaient de gros investissements, de gros montants que je n'avais pas, que je ne détenais pas. Cependant, j'avais des partenaires qui majoritairement venaient à moi, pour lesquels je prenais un montant X et que je faisais l'activité et remboursais avec des commissions. Je dirais parce que certaines qualifient ça d'intérêts, ce ne sont pas des intérêts, ce sont des commissions. Donc, si, comme je disais, on avait un journalisme d'investigation, le pays, c'est un petit pays, il aurait suffi même tout simplement aller, que serait-ce au service des impôts ou même à la douane, vérifier mes donc, importations douanières. Donc, donc c'était ça aurait avec justifié cela. Ou c'était sinon, quelle société étrangère? Parce que les Comoriens ont besoin de savoir. Est-ce que c'était pour est-ce que moi je je, peux je, citer une pré- société? Moi je peux citer je une société, préfère vous ne dites oui ou non. pas, je préfère ne pas rentrer dans cet anglais-là. Ok, Je d'accord. préfère ne pas rentrer dans cet onglet-là. Je pense que les Comoriens, ils sont pas cons. Tout le monde sait, tout le monde comprend ce pays, tout le monde connaît la vérité, mais chacun préfère se taire. Donc, je laisse tout le monde deviner. Est-ce que Euh, actuellement vous êtes en détention? Comment avez-vous eu l'idée de monter cette affaire? Est-ce que vous étiez seul dans cette affaire? ok. D'abord, je voudrais vous dire de ne pas vous fier par ce qui a été médiatisé. Je ne dis pas que les médias, ils diffusent tout et n'importe quoi, mais ils ne diffusent que ce qu'on leur sert sur la table. Donc, tout a été une série de manipulations. Ça a été médiatisé de manière à mener une terreur au niveau national, d'amplifier le problème, d'amener une ampleur qui allait mettre une terreur au sein de la société nationale de manière à ce que le public soi-même n'ose, ne serait-ce poser une question ou parler ou oser dire quoi que ce soit, ou même essayer de prendre de mes nouvelles ou d'essayer de comprendre quoi que ce soit ou d'essayer de croire en quoi que ce soit. Euh, il y avait derrière l'idée de médiatiser cette affaire, de donner une terreur au niveau national. Donc, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas d'une Ponzi comme ça a été dit.
je détenais un business de sous-traitance avec une société étrangère avec laquelle il nécessitait des gros fonds que je n'avais pas pour certaines activités telles que le dédouanement, telles que des paiements par-ci, par-là. Et donc, comme je n'avais pas l'argent, je sollicitais, ou certains parmi mes partenaires, qui étaient très, très nombreux, venaient à moi pour s'affilier ou, disons, travailler avec moi en contrepartie de commissions, chose qui a été très bien respectée depuis le jour du début de cette affaire jusqu'à mon arrestation, jusqu'en, disons, en janvier, à quelques jours, à quelques mois de mon arrestation. Donc, je dirais que ceci dit, cela vient de moi, l'idée vient de moi, qu'il y ait eu un appel d'offres et que j'ai sauté sur l'occasion pour me l'octroyer. Mais j'avais d'autres partenaires qui peut-être me facilitaient par-ci, par-là, etc. Du Donc, coup, voilà. on a pu constater que vous aviez quand même une carte blanche dans l'administration comorienne, que ce soit à Comore Télécom. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour avoir une carte blanche, euh, pour pouvoir accéder un peu partout. Une facilité. Est-ce que vous aviez quelqu'un qui vous donnait cette facilité? Écoutez, dommage qu'il n'y ait pas un journalisme d'investigation dans le pays. Mais s'il y avait ça, je pense que je n'aurais pas eu besoin de faire cette vidéo aujourd'hui. Il aurait suffi de fouiller un peu plus loin pour voir que tous les faits étaient là, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau de la NPI, que ce soit au niveau des impôts. Euh, et même à commenter, comme dont vous avez cité, ça aurait été plus simple de voir si il y avait une enquête purement légale et approfondie dans ce sens pour prouver que l'activité en soi, il était réelle. Donc, pour ce qui était de ma facilité dans certaines administrations, il faut savoir qu'au Comores, la confiance, le climat de confiance et la personnalité aussi prime. J'avais quand même gagné un certain climat de confiance qui faisait que toute personne croyait en moi ou me faisait confiance par le fait que peu importe l'engagement dans lequel je me mettais, je le respectais au millimètre près. Donc, c'est ce qui a facilité quelque part mes activités ou mes actions dans plusieurs administrations. Donc, j'ai Est-ce que jamais, vous quelque aviez, part, je n'ai... Voilà. est-ce que vous aviez un associé dans ce business? Et quel était son rôle? En vrai, c'est moi qui ai obtenu le business. Mais parmi mes partenaires, il y avait un associé qui était très, très, très influent, qui m'aidait quelque part dans tout ce qui avait blocage, à savoir le capitaine Solar. Je vais prendre quelques exemples. Donc, c'est... Si si par exemple quelque chose bloquait, un paiement par-ci, un paiement par-là, ou quelqu'un, parce que dans cette affaire, il faut beaucoup de patience et surtout ne pas essayer de briser genre la règle en imposant des pourcentages comme certains partenaires le faisaient. Tu sais, il y a des partenaires qui gagnaient des commissions de 10%, qui venaient t'imposer 20, 30% comme ça. Donc il faisait, disons, pour moi, le capitaine Solar était le partenaire parfait parce que il était un petit peu le contrepoids face à toutes ces personnes qui voulaient faire imposer leurs propres règles. Donc, il pouvait aller directement vers la personne, le voir directement, caser les choses une bonne fois pour toutes. Soit il l'appelait, soit il me dirigeait par exemple, parce que tu sais, c'est la meilleure personne, la mieux placée de ce pays. Donc, il savait très bien où taper, ou ne pas taper, où parler, ou ne pas parler. Donc, il pouvait me dire, vas-y, appelle telle personne, dis-lui de faire ça. Va voir telle personne, dis-lui de faire ceci. En tout cas, il savait très bien comment faire, où faire Donc, et à quel moment donc, agir. Donc voilà. Donc ce qui faisait que ça marchait, tout allait bien, jamais de blocage quelque part. Quand il y a un donc problème, on en parle et à puis. Capitaine So- Donc c'est pour vous dire que c'était moi qui avais acquis le business, certes, j'avais des Oui, partenaires, certes, mais c'était lui disons, mon partenaire le plus influent, le plus parfait, je dirais. C'était lui qui, quelque part, stabilisait l'affaire. d'accord. Voilà. On a vu un peu parce que
le montant a été sorti sur des médias officiels comme d'autres médias, 2 milliards et quelques. Moi, ce que j'aimerais, ou bien ce que les téléspectateurs aimeraient savoir, c'est est-ce que tous ceux qui ont investi ont gagné leur argent? Par exemple, vous avez dit que votre associé, c'est le capitaine Solar. Est-ce que lui, on a lu qu'il avait investi 140 millions? Donc, c'est écrit un peu partout. Est-ce que parmi ceux qui ont investi, lui aussi, il a gagné ses intérêts? Comment ça se passait? Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ceux qui ont investi, qui ont gagné? Est-ce que tout le monde a perdu? Parce qu'on a l'impression que tout le monde a perdu ou... Excusez-moi, Madame Nazra, une question avant qu'on réponde à la question de Misbah. Moi, je veux savoir, comme vous avez déjà cité le nom de capitaine Solar, est-ce qu'il n'y avait pas des autres noms? Parce qu'on attendait beaucoup de noms qui circulent dans les plateformes numériques, comme des hauts gradés de l'État. Est-ce que c'est juste capitaine Solar ou il y en a d'autres? Soit capitaine Solar qui a ramené la liste vers toi, ou c'est juste capitaine Solar qui est le cerveau de cette affaire? Vous ne pouvez pas citer d'autres noms? Non, je ne vais pas venir citer des noms ici parce que j'estime que jusqu'à preuve du contraire, je ne voulais pas que tout ceci voit le jour un jour, vous voyez, parce que je faisais mes affaires comme ça, tranquillement, sans problème. J'avais mes activités. Je pense que jusqu'à ce que Solar nous expose au niveau médiatique, rien de tout ceci ne se serait connu. Parce que vous avez eu vous-même votre opinion. C'est une activité qui a duré plus d'1 an et demi. Donc, je pense pas qu'on a voulu venir s'exposer au grand jour, mais je ne sais pas si c'est par impulsion, si c'est par colère ou si c'est par, disons, perte de passe. Je sais pas, je ne peux même pas qualifier. Je pense que lui-même ne s'attendait pas à l'ampleur qu'a pris les choses. Je pense qu'il pensait qu'il allait gérer cette affaire. Voilà, j'allais venir à là. Écoutez, il faut que vous soyez intelligent. Il faut que vous soyez observateur. Regardez par vous-même. Jusqu'à ce que je sois partie le 2, précisément. Le 3 avril a été sorti un truc, genre une publication qui a déclaré, je ne sais plus, 6 milliards ou 4 milliards. Par un média qui n'avait pas plus d'informations que d'autres, vous voyez. Et comme par hasard, le lendemain de notre arrestation, donc je pense que c'était le 4, je ne sais vraiment plus les dates, le lendemain, qui a recorrigé l'information? C'est CMM. CMM, c'est le média géré par Solar. Donc CMM a corrigé l'information en mentionnant un montant de 2 milliards sous prétexte d'investigation. Si je vais vous donner une chose, parmi tous les partenaires qui ont interagi dans cette affaire, aucune personne ne connaissait l'identité de l'autre, aucune personne ne connaissait les montants réels investis, aucune personne ne connaissait l'activité en soi. Posez-vous la question, comment se fait-il qu'une telle affaire ait fuité? Si ce n'est pas moi qui étais en cavale, parce que moi j'étais en cavale, donc je ne pouvais pas balancer ça dans les médias, chose qui m'aurait coûté cher, n'est-ce pas? Donc, ça serait que Solar, la seule et unique personne qui connaissait la vraie version de l'histoire. On était 2 à connaître. Aucune autre personne, même les interagissants ne savaient pas. Il était le seul. Moi et lui seuls savions qui était où, qui faisait quoi, qui ne faisait pas quoi. Donc, d'après vous, comme par hasard, c'est lui, mon partenaire, qui est le gérant de l'enquête, d'accord? Comme par hasard, c'est lui qui vient m'arrêter à l'étranger. Comme par hasard, une fuite sort dans les médias. Et comme par hasard, c'est lui, soi-disant, qui corrige la fuite dans son propre média. D'après vous, qui a donné la fuite? Un agent des renseignements qui maîtrise comment gérer l'opinion publique, comment gérer toutes les administrations publiques et privées d'ailleurs, et comment maîtriser surtout la justice. Moi, je sais pas comment vous prouvez cela, mais il faut connaître la personne. Moi, je le connais très bien, comme lui, il me connaît très bien. Mais quelque part, les gens sont pris par les faits et le piège médiatique. On aimerait bien
Nazra, on aimerait bien savoir comment vous avez fait pour obtenir un passeport avec un nom qui n'est pas le vôtre et quitter le pays. Comment ça s'est passé? Non, attends, la question ne devrait pas être comme ça. D'accord. La question doit être maintenant tout ça quand j'ai envie de plaider pour lui. Oui. Ça serait genre au sud de l'affaire, Kader a été voilà. Oui. Kader a tout là, est-ce que c'est vrai, il y a des ironiques, un truc comme ça. Ok. Madame Nazra, on a vu que le commissaire Kader a été démis de ses fonctions dans cette affaire-là. Est-ce que lui, il avait un rôle particulier dans l'affaire? Est-ce que c'est lui qui t'a donné le passeport? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations? Écoutez, ben non, Kader, je le connais vraiment pas. Genre, je le connais comme étant une personne de la ville, soi-disant, mais on s'est jamais vu. Je suis jamais allée dans son bureau. Il me connaît pas. Il ne connaît pas mes activités. Peut-être il connaîtrait ma mère, mais purement comme étant des résidents de Moroni. Mais il n'a rien à voir dans ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'il a été démuni ou pas, mais non. Mais j'ai souligné ici que mon voyage a été déjà programmé avec Swala. Je devais partir en Tanzanie. J'ai juste dérouté la trajectoire, étant donné qu'il m'avait proposé Tanzanie. En fait, il me l'avait proposé, j'ai compris avec le temps que c'était vrai. En fait, j'ai compris avec le temps qu'il fallait que j'aille en Tanzanie, genre à Dar es Salaam, parce que c'est là-bas où il ne pouvait pas agir ni tout ça. Mais j'avais un manque de confiance. Donc, c'est ce manque de confiance qui m'a fait partir à Madagascar. Vous comprenez? Donc, non, il n'avait rien à voir dans cette affaire Kader. Swallah savait très bien ce qu'il faisait. C'était le seul moyen de se protéger pour ne pas que son supérieur, donc le ministre, ne sache que il a joué un rôle sur mon départ. D'ailleurs, il m'a dit, parce que je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi tu es revenu m'arrêter, or que tu savais très bien que je devais repartir. Tu m'avais très bien proposé. Il m'a dit clairement que quand il a découvert que je suis partie, parce que j'étais censée partir après la signature. Est-ce que tu comprends? Sauf que moi, comme je ne voulais pas finaliser les signatures, donc je l'ai devancé, je suis partie avant. Donc, ça veut dire que ce voyage était très bien planifié. Mais j'ai juste pris de l'avance pour lui échapper et ne pas finaliser les signatures. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il m'a dit que l'une des raisons qui a fait qu'il est venu m'arrêter, c'est que quand il a su que j'étais partie, bon, d'ailleurs, c'est pas lui, je pense, c'est un agent à lui qui m'a dit, quand il a su que j'étais partie, bah, il a appelé ma mère. Et ma mère lui a dit, ah non, Solar l'a arrêté, Solar l'a arrêté, moi je ne sais pas où il est, parce que le problème c'est que ma mère était déboussolée, elle ne comprenait rien du tout, elle ne comprenait même pas pourquoi je voulais partir, mais il y a une chose qu'elle savait, elle savait que tout le temps on se voyait avec Solar et qu'on se voyait à son bureau et qu'on était H24 avec lui, d'accord? Donc pour elle, non, il n'y a pas midi à 14h. Quand je suis sortie la veille, je lui ai dit, ouais, je vais au bureau de Solar. Donc, le lendemain, même si j'ai dit je partais, elle ne comprenait pas, elle ne voulait pas. Elle était et pour elle, c'était hors de question. Elle disait, quoi qu'il se passe, reste ici, on va gérer le problème, mais parle-moi. Si tu ne me parles pas, je ne peux pas t'aider, dis-moi ce qui se passe. Et moi, je n'osais pas lui dire parce que j'avais peur que comme on m'avait menacé, qu'elle soit empoisonnée. Donc, je ne disais rien. Mais dans sa tête, quoi qu'il se passe, c'est Solar qui m'a imposé de le faire. Donc, quand on l'a appelée pour lui demander, elle ne savait pas que c'était Solar qui était derrière la ligne. Elle a directement dit, ah non, c'est Solar qui est venu l'arrêter ici et jusqu'à maintenant, elle n'est pas venue. Tu comprends? Donc, Solar s'est dit, ouais, Nazra elle est partie, mais en plus de partir, elle a laissé sa mère dire, parler de moi. Et là, si ça arrive à mes supérieurs, c'est sûr, il sera chuté. Donc, ça sera très grave. Et la seule solution, c'était quoi? C'est qu'il s'acharne ce soir-là pour essayer de vite trouver une solution. Comme il n'y avait pas un objet d'arrestation, de pousser, de tirer
toutes les ficelles possibles pour pouvoir obtenir une carte blanche et venir m'arrêter. Tu comprends? Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je pense, si Kader a eu pour essayer d'esquiver la solution et de tout remettre sur une autre personne ou de montrer peut-être que oui, il était dans ça juste pour enquêter. De toute façon, c'est une très belle excuse pour une personne des renseignements. Voilà. Combien de personnes ont placé de l'argent dans le montage financier? Alors, c'est une question qui est assez difficile dans la mesure où on n'avait pas une base, où c'était pas comme une banque où en bloc, on décide d'ouvrir un système monétaire de DAP, d'accord? Dépôt à terme, d'accord? Donc, c'était pas genre X nombre de personnes viennent déposer de l'argent, on fait une activité pendant X temps et chacun retire. Non, non, non. Chacun était libre. Tu pouvais venir aujourd'hui déposer un montant X et repartir après un mois. Vous voyez? Donc, définir le nombre exact des personnes qui ont interagi n'est pas, qui étaient dans le business en soi, ne serait pas une réponse concrète. Néanmoins, je peux vous dire que 56 personnes ont posé leur action dans l'activité. C'est-à-dire 56 personnes dont parmi eux, certains ont posé, sont repartis, sont revenus, d'autres ont posé, ils sont repartis, d'autres sont venus. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ce qui serait palpable, ce serait 56 actions, c'est-à-dire 56 interactions. Il faut aussi savoir qu'après cette affaire, je ne savais pas, mais après cette affaire, quand il y a eu la vague médiatique, ben, j'ai compris, ou disons j'ai découvert, que par exemple, je pouvais traiter avec toi, sauf que toi, tu avais traité avec 3 ou 4 personnes derrière. Ça ne m'engageait pas, certes, parce que je ne le savais pas, mais en fait, je l'ai découvert. C'est ça qui a mené un petit peu l'ampleur de non-contrôle, l'ampleur de pression, de stress, parce que c'était quelqu'un peut-être qui cachait l'activité à ceux qui étaient derrière lui pour venir mettre, gagner une commission, et puis prendre la commission et repartir, par exemple, et rendre l'argent à l'autre. Donc, c'était comme si plusieurs visages venaient à tomber par terre. Donc, peut-être c'est ce qui va faire un petit peu l'ampleur de plusieurs actions, plusieurs personnes qui ont été mêlées à l'affaire. Voilà. Si mon collègue Taj n'a pas de questions, donc je vais continuer. Est-ce que on a lu un peu partout que certaines personnes te réclament 100 millions? Comment expliques-tu tout ça? Alors que, selon l'affaire, il y a des documents qui montrent qu'à peu près le montant maximum est de 39 millions. Comment tu expliques tout ça? Qui te réclament 100 millions. Ok. Est-ce que les gens qui ont posé leur argent ont pu retirer des bénéfices? Par exemple, tu nous as dit ton lieutenant Solar. Est-ce que lui, il a déjà rentabilisé, par exemple, ses 140 millions? Alors non, lui non, parce que tu sais, quand tu as une affaire, disons, on va prendre l'exemple de médias, si tu t'associes avec une personne pour avoir une affaire et que tu sens que l'affaire est plus rentable, tu vas favoriser les actionnaires. On est bien d'accord. Tu vas privilégier ceux qui sont là pour un temps X, juste pour maintenir le business debout. Donc, on va dire que moi, comme cela, on allait être les derniers à toucher quoi que ce soit. Donc, lui, non. Il n'a pas touché. D'ailleurs, c'était un partenaire qui, si on avait un problème ou quelqu'un nous cassait un petit peu la tête, on préférait essayer de collecter un peu nos fonds personnels de gauche à droite pour les remettre à la personne. D'accord? Donc, non, pratiquement non. Il aura peut-être touché sur son argent 3 ou 4 fois de commission, compris entre 5 et 15 millions. Dont d'ailleurs, il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve. Je ne lui donnais pas du cash d'ailleurs. C'était des virements bancaires. Donc, ça peut se justifier dans mes relevés bancaires. Toute personne verrait. Parce on avait il y avait une société par laquelle on transitait l'argent parce que c'était pas facile de dépasser 10-15 millions facilement comme ça cash. Donc il fallait parfois qu'on effectue des virements, des chèques, etc. Donc ça peut Et se ceux qui te justifier. réclament Mais 100 non. millions? Ok, pour ceux qui me réclament 100 millions, donc non.
Je vais vous expliquer c'est quoi le contexte. On va prendre le cas d'une seule personne qui pourra s'identifier d'ailleurs si je donne l'exemple. Une personne me remet 15 millions, disons, en date de janvier 2022, d'accord? Ces 15 millions lui apportent pratiquement 10%, soit 1,5 million chaque mois, chaque 28e jour, d'accord? Cette personne aura touché ses commissions depuis janvier jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai commencé à présenter des problèmes. Mes problèmes étaient liés réellement à un déficit interne, mais aussi des retards de paiement, des retards de régularisation. Donc, dès que les retards ont commencé à accumuler, tout le monde voulait quelque part retirer son argent. Si dans une banque, tout le monde qui dépose son argent veut retirer son argent, la banque, elle ferme quelque part. Donc, c'est ce qui se passait indirectement. Il fallait que certaines personnes n'attendaient pas le paiement, mais je faisais quand même face. J'expliquais aux gens qu'écoutez, c'est pas toujours rose. On a toujours eu une belle vie, ça fait 1 an et demi. Maintenant, il faut patienter. Donc, cette personne-là qui avait les 15 millions, vous comprenez, qui gagnait des commissions mensuelles peut-être de 10% à chaque 28e jour, vient expliquer qu'écoute, comme maintenant je ne gagne pas mon argent, donc je cumule. Vous comprenez? Donc, imagine si tu cumules un montant, un capital, plus une commission qui n'est pas encore reçue, mais par exemple, je suis censée recevoir 15 millions plus 1,5 million de commission, par exemple, au mois de novembre, d'accord? Je ne l'ai pas reçu ni en novembre, ni en décembre, ni en janvier. Mais toi, tu me calcules que en décembre, en novembre, tu as 15 millions plus ta commission, plus l'intérêt de retard, plus ce que tu dois gagner en décembre, plus ce que tu dois gagner. Jusqu'aujourd'hui, cette personne-là calcule un montant, plus des commissions qu'il est censé gagner, sans compter ce qu'il a déjà pris au préalable, et me réclame 100 millions. Voilà ce qui se passe exactement, tout simplement. Nazra, on revient un peu Et sur... pour répondre à ta question, oui. je dirais que sur 5 ou 6 personnes, oui, je vais expliquer un peu. Je dirais que par exemple, je vais prendre l'exemple des 5 ou 6 personnes. Sur 5 ou 6 personnes, on va dire que les 40, c'était des personnes qui ont interagi depuis et toujours, qui ont gagné au-delà même de ce qu'ils ont investi, qui ont reçu des commissions qui ont surdépassé même ce qu'ils ont mis. D'accord? C'est des gens qui ont commencé avec 10, 5 millions, qui ont pu toucher dans les 40, 50 millions quelque part. D'accord? Et les 16 personnes, ce sont des personnes dont, oui, lorsque le problème s'est passé, j'aurais emprunté. C'est comme si je te dis, oui, prête-moi une somme X, je remets à une telle personne qui s'impatiente, et toi, tu vas récupérer cette même somme sans commission, d'accord, sans commission, à telle date. Donc, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui étaient dans l'activité en soi, il y a ceux qui m'ont prêté pour régulariser un problème en attendant les régularisations de factures, d'accord, et qui n'ont pas quelque part, qui ont été brisés par ce problème d'arrestation quelque part. D'accord. Est-ce que Nazra, je veux te tutoyer. Donc, je dirais que sur 40 personnes, 10, je qualifierais que seulement 10 ont été lésés. Ils ont commencé peut-être par toucher des commissions, mais n'ont pas atteint leur capital investi. Mais les 30, c'est des gens qui ont surpassé, alors vraiment surpassé leur commission. Voilà. Leur capital même. Est-ce que tu penses qu'il y aura... Mais chacun profite de la situation et de l'ampleur pour laquelle... Oui. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura un procès dans cette affaire? Est-ce qu'il y aura un procès? Alors, si je pense qu'il y aura un procès, tu oseras écoutez, s'il y a procès. Pour éviter, je pense que, d'accord, je pense que pour éviter que la vraie version de l'affaire voit le jour, je pense qu'ils vont essayer de tout faire pour éviter un procès. Plus précisément, Solar, c'est pas du tout à son avantage. Donc, je pense qu'ils vont tout faire. D'ailleurs, le fait de redirectionner l'affaire sur Comore Télécom, je pense que c'était ça, parce que quand une société d'État est mise en
cause, il faut essayer de la sauver pour, ne serait-ce que pour le bien de la communauté, pour le bien de l'État, pour le bien extérieur d'ailleurs, je pense, hein, en fait, je ne suis pas sûre, mais je pense que pour ne pas que la vraie version de l'histoire ne voit le jour, ils ne vont pas faire de procès. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ici il y a procès, tu diras toute la vérité? Et quelque part, c'est que... Tu pourras dire ce que tu dis là. Alors écoutez, si j'arrive à atteindre un procès, bien sûr, je vais... Oui, si j'arrive à obtenir un procès un jour, réellement, j'espère que ça sera ouvert au public. Je l'espère très fort que ça sera très, très grand ouvert au public. Nous pour que tout le monde que ce procès pourra être diffusé. Et oui, même si ça va me coûter d'être séparée de mon fils, j'espère vraiment, parce que tu vois, ça a été tellement médiatisé, tout le monde a peur. Il y a aussi quelque part mon image qui a été vraiment salée pour une personne. Je parie que la majorité des personnes qui me connaissaient vraiment, ils restent choquées. Donc oui, pour moi, obtenir un procès, c'est un avantage. Même si après, on va me condamner à vie, je vous jure que obtenir un procès, c'est à mon avantage. Parce que je vais oser, devant le public, devant le juge, lui dire la vérité. Même si le juge m'arrête, même s'il me stoppe de parler, je vais parler. Et puis après, on pourra me remettre où ils veulent, que même si je sois séparée d'un enfant né ou je sais pas, mais je suis moralement et physiquement épuisée parce que quelque part, j'ai l'impression que, disons que certes, comment dirais-je, j'ai mes erreurs, mais j'ai été quand même victime d'abus de pouvoir, une très grosse abus de pouvoir. Donc oui, j'aimerais bien aller en justice quelque part, ne serait-ce que pour en finir. Après, je vais vous dire, non, je ne suis pas prête, j'ai peur, hein. J'ai peur, je suis pas prête parce que je sais que si je vais au niveau de la justice, je serai perdante d'avance parce que le procès n'a pas commencé dans les normes. Ce qui a été divulgué n'est pas la vraie version. Les documents remis, que ce soit à la gendarmerie, que ce soit à la justice, ce sont des documents pas clairs, pas fondés, genre c'est pas un dossier concret. Et je ne sais pas, après, peut-être il n'y a pas une liberté d'enquête aussi. Donc, bien sûr, ça ne sera pas à mon avantage si je vais jusqu'à me mettre au niveau de la justice, parce qu'il faudra, si un juge a été assigné pour gérer une affaire, il se doit de le gérer comme lui, il le voit, chose qui ne sera pas sa faute, parce qu'il va prendre les faits comme on le lui a donné, et même s'il va au fond de la quête, mais si une personne haut placée cache les fonds du dossier, comment veux-tu que je puisse obtenir gain de cause sur cette affaire? Mais juste charger mon âme, oui, si j'arrive un jour à atteindre la justice, bien sûr, je vais dire le maximum que je pourrai, parce que je vais aussi dépendre des questions que le juge me posera. Il faut pas que je dérape, il faut pas que je manque de respect à la justice. Il faut que je sois dans mes normes et dans leur respect. Donc, je vais quand même essayer de dire le maximum que je pourrai si jamais ils m'envoient en justice, mais je pense vraiment pas que cela va arriver. Je pense pas. Je pense que dans ce cas-là, la meilleure des choses, c'est que je parte ou que un de nous qui sommes détenus ici prenne la fuite. Je pense que c'est le cas le plus facile pour cela, quelque part. Excusez-moi, Madame Lazare. Pardon, Monsieur Misbah. Madame, je veux savoir, en fait, parce qu'à votre arrivée aux Comores, vous étiez détenu dans un endroit secret. Pouvez-vous nous parler un petit peu les conditions de détention, parce qu'on avait appris comme quoi vous étiez agressé, violé sexuellement, etc. Est-ce que c'est vrai, ces choses-là, ces effets-là, c'était réellement passé à votre détention? Écoutez, au début de cette interview, je l'ai dit, je pense que personne aux Comores ne va être emmené à la maison d'arrêt et se sentir libéré, sauf la seule et unique personne qui se sentait en danger de mort ou qui a subi d'énormes séquelles. Donc, oui, j'ai vraiment été maltraitée, je juge. Aujourd'hui, je le dis pas pour moi parce que je ne veux pas une certaine pitié ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, cette interview, c'est plutôt au cas où, si je venais à mourir,
Si quelque chose de mal venait à se passer, je pense que je me serais tue longtemps. D'accord? Mais j'espère que tout ce qui s'est passé pour moi ne reviendra pas un jour. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'en parler. Parce que j'estime que au niveau des Comores, surtout sur tout ce qui est agression, l'intimidation prime. L'intimidation a toujours primé. Donc, imaginez-vous une personne qui a été enceinte, qui a été en cavale quelque part, qui est revenue sans, comment dire, vérifier mon état de santé, comment j'étais et tout ça. Donc, à mon arrivée, déjà, c'était galère pour manger. Ça, c'est la chose déjà qui a été très, très difficile. J'ai été très, très mal nourrie. Imaginez-vous que je pouvais rester du matin jusqu'à 18 heures, parce qu'on était en plein mois de Ramadan, pour avoir droit à un manioc très, très dur avec un ulcère, parce que toute femme enceinte saura que c'est très difficile, et un couscous. Parfois, tu pouvais même pas avaler. Donc, il fallait que je continue à boire de l'eau. C'était même pas suffisant l'eau parce qu'il fallait un budget. Et ceux qui me détenaient m'expliquaient qu'il n'y avait pas un budget alloué pour cela. Comme à notre arrestation, mon mari avait 600 euros dans son portefeuille, j'avais quand même demandé à avoir ça, mais bon, c'était par gain de cause. Il y avait aussi un manque de respect sur ma dignité. Si je venais à vomir, tu entendais ceux qui étaient là me dire tu n'as qu'à mourir là-bas, tu vois. Imagine, tu te sens mal, tu es fatigué parce que dans une situation comme ça, tu es très fatigué, tu es enceinte, tu manges pas. Donc, quand tu vomis rien. Donc, ça fait encore plus mal. Et tu entends les gens derrière qui te disent j'espère que tu vas mourir aujourd'hui, tu n'as qu'à mourir. Ça, c'est les mêmes personnes qui te détiennent. Quand tu vas prendre le bain, il y avait un gros manque de dignité parce qu'on me disait de ne pas fermer la porte. Genre, comme si peut-être j'allais fuir. Il n'y avait même pas quelque part où fuir. Donc, je pouvais pas, j'étais gênée, j'osais pas me doucher parce que quelque part, j'avais l'impression si je ferme pas la porte, bah, comment je me douche? Et oui, j'ai été victime d'agressions sexuelles. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui parce que c'était un vendredi soir, il y avait plus de lumière. C'était la deuxième semaine, je ne saurais dire à quelle date, mais je suis venue, je me souviens, je suis venue un mercredi. J'ai été arrêtée un mercredi et il y a d'abord eu un vendredi et puis un autre vendredi. Je ne saurais même pas vous dire où j'étais parce qu'on nous a ramenés avec des cagoules et tout. Mais ce qui m'a affecté, c'est que le soir même, quand c'était le soir d'après la signature de mes documents, quand j'ai accepté de signer les documents, bah, le soir, et je ne sais même pas par qui, il y a eu la lumière qui s'est éteinte. Et c'était tard, ça devait être très très tard. Et la personne est rentrée et a commencé à me crier dessus. Vas-y debout, elle m'a mis de l'eau. Et après, il a commencé à se mettre sur moi. J'étais tellement impuissante et faible parce que, excusez-moi, j'étais fatiguée. Et j'osais espérer que si je criais, il y aurait quelqu'un qui m'entendrait, mais il n'y avait personne parce que mon mari, en fait, dans cette maison, il y avait été détenu mon mari, il y avait Norena, il y avait Cheikh aussi, un cousin à moi. Donc, ils ont tous été libérés. Je crois que c'était la veille ou à 2 jours avant. Et après, voilà, il a fait ce qu'il voulait faire et il est reparti. J'avais très mal, j'avais très très mal. Normalement, les gens qui nous gardaient, ils changeaient chaque jour. C'était pas les mêmes personnes tous les jours. Le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu. Il m'a trouvé dans l'état où j'étais. Et j'avais très mal au ventre, je saignais. Et il a dit non, 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 je reste pas. Tard dans la nuit, il a appelé, je crois, son chef qui était le subordonné de Solar, qui a dit non, je vais pas rester ici, je veux pas rester avec une personne qui est susceptible de mourir et qu'après ça retombe sur moi. Je connais pas son nom, mais c'est l'une des personnes qui a eu tellement pitié de moi. Pour vous dire, j'ai tellement saigné le soir-là, j'ai tellement eu mal. Il est venu, il s'est assis, il a ouvert la porte. Il n'avait pas le droit d'ouvrir la porte parce que si on le retrouvait dans cette situation, il serait éradié de son poste. Et il s'est assis parce que je dormais pas de douleur. Il s'est assis par terre. Il me regardait comme ça, en train de souffrir. Il savait pas quoi faire.
il stressait toute sa vie parce que il se sentait genre victime. Il avait l'impression qu'on allait lui remettre ce qui s'est passé sur moi, sur sa tête. Donc après, il a commencé à lire le Coran et à me dire de patienter et à me dire que il voudrait m'aider, mais il sait que je sais très bien que ses boss pourraient le tuer pour ça. Donc, il a essayé de mettre un peu de pression en expliquant que je n'allais pas bien. Il a même menti. Il a dit que j'avais essayé de me suicider juste pour avoir, ne serait-ce la pitié, qu'on puisse me ramener à l'hôpital. Malheureusement, personne n'a réagi. Et comme il avait peur, il est venu, il est resté assis à me regarder et à prier. Et puis, il me disait de dire les Qur'an et tout ça. Il a fait de l'eau chaude, il m'a donné. Il a essayé de me ramener aux toilettes. Alors, imaginez-vous que j'étais obligée de rentrer aux toilettes avec un homme qui ne m'avait pas vu juste parce que j'étais dans un sale état. Et il a dit, il peut pas. Il a expliqué à ses boss, je peux pas rester. Il a commencé à crier au téléphone. C'était vers minuit, 1h du matin. Et je te jure que le gars-là, il a prié toute sa vie pour pas que je meure ce jour-là. Parce qu'il se disait que si je mourais, ça serait sur lui que ça allait retomber. Et il a plus accepté de revenir. Il a plus accepté, je connaissais pas du tout son nom, mais alhamdoulilah, je sais que s'il voit ça, il va se reconnaître. Je le remercie quelque part. Tellement je galérais de faim le 3e jour après mon arrivée parce que j'avais pas le droit d'aller à l'hôpital. J'ai dû mentir. J'ai dû dire que je sentais pas le bébé bouger ou un truc comme ça, sachant qu'à 3 mois, tu sens pas un bébé, mais j'avais tellement mal, j'avais tellement faim. Je voulais juste aller à l'hôpital c'était même pas pour être auscultée, hein. C'était juste pour que le docteur leur dise qu'il faut la donner à manger. Donc, une fois arrivés à l'hôpital, ils étaient là, ils sortaient pas, donc j'ai vu la gynéco. J'ai essayé de lui dire indirectement, s'il te plaît, dis-leur de me donner juste à manger. Parce que j'avais très faim et ça me faisait mal parce que normalement, j'ai un ulcère. Donc, si je mange pas même quelque chose après 2 heures, déjà de normal, quand je suis pas enceinte, je vomis, je galère beaucoup, j'ai des douleurs atroces au niveau de la poitrine et de derrière. Alors, imaginez encore quand tu manges pas encore, quand tu es enceinte. Donc, une fois devant la gynéco, elle a voulu m'enlever les habits pour m'ausculter, mais les autres n'ont pas voulu sortir de la salle. Donc, elle était très gênée aussi comme moi, mais elle n'avait pas le choix. Donc, elle a soulevé. Je cherchais un moyen pour la dire, s'il te plaît, je m'en fous des médicaments, dis-leur juste de me donner à manger. J'ai essayé de la dire, mais tellement elle aussi, elle était intimidée et de peur, vu les hommes armés qui m'avaient ramenée, elle a même pas pu. Mais j'ai essayé de lui dire. Après, elle a juste dit, écoutez, il faut qu'elle mange et qu'elle prenne les médicaments parce que j'ai compris qu'elle aussi, elle a pris peur. Elle voulait pas montrer comme si je lui ai dit qu'il me donnait pas à manger. Donc, sur la route, j'ai crié, j'ai dit non, je pars pas. Si vous me payez pas à manger, je pars pas. Finalement, ils ont cédé, ils m'ont pris à manger dehors. Ça leur a coûté cher d'ailleurs parce que quand ils m'ont dit on leur a pas donné d'argent, j'ai dit écoutez, prenez dans l'argent que vous avez trouvé dans le portefeuille de mon mari, mais s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Donc après, ils m'ont dit ok, mais il faut pas que les boss ils savent. Donc ils parlaient bien de Solar. Sinon, ça va nous coûter cher. Donc j'ai dit ok, d'accord. Et donc, j'ai caché ça. J'ai pas dit, mais ils m'ont payé à manger. Et après, ils ont caché ça pour me donner le soir. Donc, mais après, finalement, ils ont su. Et quand ils ont su, ils ont été obligés de repayer les 50 € qu'ils ont piochés. C'était 100 €, je crois. 100 € parce qu'on a payé aussi les médicaments parce qu'ils ont dit, on n'a qu'à payer aussi les médicaments en route parce qu'après, si on part, ils pensent pas qu'ils ont l'autorisation de le faire. Donc après, ils ont payé les médicaments et ils m'ont payé à manger. Et après, je leur ai dit, vas-y, vous pouvez prendre dans l'argent qu'il y avait dans le portefeuille de mon mari. Donc, quand ils sont arrivés, les boss qui étaient là, ils ont dit non. Ils n'avaient pas le droit de me payer à manger. Et comme ils ont pris la décision de le faire, ils devaient payer ça eux-mêmes de leur poche. Donc finalement, ils ont essayé de retrouver des sous par eux-mêmes
pour repayer ça, même si après que Yasser soit sorti, on ne lui a jamais rendu son argent de toute façon. Bref. Donc voilà, je pense que je suis passée partout et j'aimerais préciser, aujourd'hui, si j'accepte de parler de ça, il faut savoir que ça impacte ma relation parce que déjà, on n'a plus de vie, on est tellement exposé, notre relation familiale, tout ça, mari, etc. Donc, ça va nous affecter, ça va nous suivre toute notre vie, ça va suivre aussi nos enfants, mais je me dis que aujourd'hui, si je me tais, c'est qu'il y aura d'autres personnes qui vont subir la même chose. Aujourd'hui, si je me tais, il y aura d'autres femmes qui vont subir la même chose. Vous voyez, je me suis déjà tue une fois. Je refuse de me taire encore une deuxième fois. Au début, tu te dis, tu es jeune, tu as peur de ce que tes parents vont dire, tu as peur de ce que les gens vont dire, donc tu ne dis rien. J'ai déjà subi une agression par une personne de mon quartier. Je n'ai jamais osé dire jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais osé parler jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, j'étais jeune. Quand j'ai atteint un âge de parler, j'ai jamais osé dire la vérité. Mais je suis me relevée avec la tête haute. Et en plus, le regarder comme ça, comme si de rien n'était dehors. Aujourd'hui, par abus de pouvoir, aujourd'hui parce que quelqu'un a un gros pouvoir sur l'autre, il peut mener une enquête comme il veut, il peut imposer ses règles et il peut faire des choses pour ne pas que jamais ça se sache. Aujourd'hui, Wallah Landim, je suis sûre que si je suis vivante, c'est parce que une femme enceinte qui serait morte dans les mains dans les mains d'une arrestation ou de quoi que ce soit, ça serait vraiment palpable à la vue nationale. Mais je pense que c'est la seule chose qui m'a sauvée indirectement. Mais peut-être que ça serait peut-être arrivé, ou peut-être que ça va arriver. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça ne va pas arriver. De toute façon, parmi les intimidations qu'il y a eu toujours, c'est que si je fais pas ceci, ils vont empoisonner ma mère. Si je fais pas cela, si ma sœur revient au pays, elle va être arrêtée. D'ailleurs, ma mère, elle a galéré pendant 6-7 ans pour essayer de l'enseigner dans un domaine qui est extrêmement difficile et cher, avec seulement sa couture. Elle a fini son master d'aéronautique depuis juin. Elle est contrainte de ne pas venir parce que ma famille a peur qu'à son arrivée, Solar aussi l'arrête. Parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit que si ma sœur ose venir, il va l'arrêter. Tu vois, donc elle est bloquée, elle est contrainte, elle n'a pas de situation, elle travaille pas, elle n'a pas d'argent, elle doit essayer de subvenir à ses besoins aussi difficilement que c'est possible, tout simplement parce que ma mère, elle a peur qu'à son arrivée, elle aussi soit arrêtée sous prétexte parce que j'ai un problème X avec Solar et que celui-ci voudrait prendre la maison. Et que si ma sœur, elle vient, c'est que elle pourra aussi défendre que c'est non, elle a jamais signé quoi que ce soit. Donc, voilà. Maintenant, vous m'aviez posé des questions, excusez-moi, désolé si s'il y a eu beaucoup trop, c'est que tu essaies de passer au-dessus de certaines difficultés, mais après, tu trouves que tu sais même plus où t'en tenir, donc voilà. Excuse-moi, Madame Nazra, est-ce que tu as tout raconté l'histoire d'agression sexuelle à votre avocat et quelle était sa réaction comme procédure judiciaire qu'il a fait? C'était le cas ou pas? Écoutez, dès le début de cette histoire, j'ai eu un gros manque de confiance parce que Salah savait que mon avocat c'était Maître Idriss. Donc j'avais peur, je ne sais pas. Quelque part, je me disais qu'il le menaçait ou qu'il l'intimidait ou qu'il l'appelait ou qu'il ceci. À vrai dire, je me suis jamais confiée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais confiée. Je n'ai jamais parlé avec Idriss. Je ne lui ai pas dit le fond de l'histoire. Même lui, j'ai peur parce que je ne sais pas s'il connaît la vraie version de l'histoire. De quel côté sera-t-il? À vrai dire, sur cette histoire, je me dis que même si un juge venait à savoir que j'étais victime d'abus de pouvoir, même si mon avocat venait à savoir, même si il venait à savoir que j'étais... en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis arrêtée par l'homme le plus puissant de ce pays. Vous comprenez? Et je me dis que si un jour il venait à savoir que je parlais, bah, il allait encore me rendre, peut-être il va me tuer, peut-être il va me rendre la vie encore plus difficile. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Donc, je me suis toujours dit dans ma tête que si je parlais, si je me mettais à parler,
je n'aurai jamais droit un jour à parler ou à être devant une justice ou à dire la vérité un jour, vous voyez. Donc, je me suis dit, je préfère me taire et voir comment va avancer les choses. Parce que si cela se met à savoir que je parle ne serait-ce d'une petite information, croyez-moi, il est capable, même dans cette prison, de me rendre la vie difficile. Déjà, il a dit ça à mon mari. Il a déjà dit ça à mon mari que je n'ai qu'à faire très attention à ce que je dis et à ce que je fais. Parce que je ne sais pas de quoi il est capable. Mais il lui suffit d'un coup d'appel et que même ma vie en prison sera la plus difficile possible. Soit là aussi a fait une vidéo de mon mari. Il a forcé mon mari à faire une vidéo qui lui a été imposée, je pense, avec un certain journaliste connu sur le nom de, je sais plus, je sais pas, de Alwaton, là, je sais plus comment il s'appelle. Il lui a, il lui a imposé de faire un interview, je pense, qui m'incriminait. Mon mari a fait ça juste parce qu'il espérait que celui-ci allait me rendre, disons, qu'il allait apaiser les choses, qu'il allait arrêter son acharnement sur moi ou ceci. Donc, il a accepté de faire la vidéo contre ne serait-ce que mon souffle. Je sais pas dire si c'est mon souffle ou contre ma vie quelque part, contre ma vie. Donc, il a pris un journaliste qui collabore beaucoup avec eux pour aller poser des questions qui seraient un petit peu comme tout à fait normales, qui allaient m'incriminer. Vous savez que si la population venait à voir des déclarations de mon mari sur moi, ben, tout le monde va y croire. Tout le monde va cesser d'avoir des doutes, tout le monde va y croire. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qu'il a pour me faire du chantage. Donc, je me suis dit, et si je parle à mon avocat et que je lui dis la vérité, et que un jour, et que lui, peut-être, je ne sais pas, il décide de réagir, ou il décide de porter plainte, ou il décide de faire quelque chose, et qu'il venait à savoir, tant que je ne serai pas devant un juge, bah, automatiquement, je tombe. Je serai encore plus profond que là où je suis aujourd'hui. Et peut-être que les menaces qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit que c'est très simple, hein, c'est très simple de mettre un poison à une personne chez lui, d'accord? Donc peut-être qu'il va aller empoisonner ma mère, comme il l'a dit, ou peut-être qu'il va s'en prendre à ma petite sœur qui vient à peine, imaginez-vous, une jeune fille qui a à peine 27 ans, 26 ans, qui vient de finir cette étude, qui était enthousiasmée de rentrer au pays pour commencer à travailler ou aider un peu sa mère après tant de difficultés d'enseignement, qui se retrouve bloqué dans un pays qui n'est pas le sien, tout simplement par peur qu'on l'arrête dans son propre pays, tout simplement par peur qu'on lui gâche la vie dans son propre pays. Donc, quand je pense à tout ça, quand je pense à ma mère, quand je pense à ma famille, quand je pense à toutes les personnes sur lesquelles il a dit il est capable de faire, ils m'ont dit ils sont capables même de mettre le feu chez moi. Donc, est-ce que je me dis, si j'ai fait l'erreur de parler et que ça fuite avant même que je puisse en parler quelque part, bah dans ce cas-là, c'est mort pour moi. Il faut que je sois stratégique, il faut que je puisse me taire, que je joue le jeu, que je ne parle jamais, jusqu'à soit je puisse obtenir une liberté, soit je puisse obtenir comment dirais-je, une justice, soit je sais pas, et après peut-être en parler. Donc jusqu'à ce que je puisse obtenir une justice, genre ne serait-ce obtenir une négociation, je dirais, parce que c'est même pas une justice, j'arrive à obtenir une négociation sur un terme d'accord, là, peut-être je peux dire la vérité à mon avocat et après commencer à parler avec lui ou être ouvert. Mais là, actuellement, j'ai peur. C'est des gens qui ont les mains très longs, très, très longs. Ils peuvent toucher partout. Et ce pays, il est très petit devant soi là. Très petit devant soi là. Donc, voilà pourquoi je me suis pas confiée à lui pour le On moment. ne peut pas être, on ne peut pas être insensible à tout ce que vous avez subi en détention, que ce soit la privation de nourriture, que ce soit les agressions sexuelles d'une femme enceinte. Moi, j'avais préparé des questions, mais face à ça, je ne peux pas être... euh, euh, je perds même mes mots parce que la violence, elle est vraiment choquante. Priver une femme de nourriture, l'agresser, saigner,
l'enlever, même une femme c'est-à-dire enceinte en plus, une une femme femme enceinte. enceinte et en plus Pendant le aucune mois de Ramadan en intimité plus. En plus, en pendant. plein mois de Ramadan, c'est-à-dire Donc les agressions sexuelles, c'est déroulé au mois de Ramadan en plus. au mois de Bien Ramadan, sûr, donc j'étais arrêtée pendant c'est le mois de Ramadan. c'est Donc tous inaudible, les actions, c'est les violences sexuelles, c'est au mois de Ramadan. Un pays Oui. musulman. quel que soit ce que vous Subhanallah. avez fait, quelle que soit la condamnation, quel que soit, mais il y a des actes qui sont pas compréhensibles par l'être humain parce que c'est vraiment une agression qui dépasse même l'entendement. On ne peut pas, dans un pays qui se dit musulman, avec des gens qui se disent musulmans, qui agressent une femme qui est enceinte. Une femme, je suis, euh, je suis complètement chamboulé parce que je ne m'attendais pas à de telles révélations. Moi, je m'attendais à mais privé de nourriture, tu ne pouvais même pas aller aux toilettes. Je ne sais pas si les Comoriens vont mesurer ce témoignage. Est-ce que des associations peut-être pourraient peut-être. Réagir, Oh, intervenir, oui, 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 aider, parce que c'est accompagner moralement, physiquement, et pour réparer, exactement, essayer parce de que réparer. c'est. Oui, oui, parce que ça dépasse tout ce qu'on a pu entendre. Même moi, je préfère même avoir une balle dans la tête que toutes ces agressions-là. Parce Effectivement. que ça dépasse tout. C'est agresser à la fois la femme, l'enfant, Une détruire famille, une détruire famille. une famille Non, entière. mais c'est quelque chose en fait qui nous dépasse. Peu Moi, n'importe les accusations, peu n'importe la business que tu peu as accusé, importe, mais ça peu mérite pas importe, tout mais ce que tu as vécu oui, en oui, oui, celui. oui. Là, c'est l'humain qui parle. C'est à la fois nous en tant que journaliste, mais en tant que père, en tant que mari, en tant que frère d'une sœur, euh, enfant d'une mère. Donc tout ça vient en même temps et du coup, on se sent un peu, je sais pas, mais moi je perds les mots face à cette violence-là et je ne crois pas du tout à ce qu'il y aura une justice. Je tiens vraiment à te le dire. La justice qui peut venir, c'est celle divine. Mais Nazra, pour finir cette interview, parce que je pense que tu as pu te confier aujourd'hui et j'espère que tu seras vivante au-delà pour accompagner tes enfants, pour te reconstruire avec ta famille et ton mari, que lui aussi a subi, parce que ton mari aussi a subi une violence. La violence, elle est à la fois psychologique et physique. Il faut le dire qu'il est aussi une victime dans tout ça. Donc, moi, ce que j'aimerais juste savoir, vous aviez été aussi contraint à signer des documents parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de la maison qui ne t'appartient pas, je tiens à le souligner, parce que la maison, elle t'appartient à toi et à ta sœur. C'est une maison construite par ton père et que ta mère a fait la finition et tout ça. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, est-ce que tu avais, qu'est-ce qui t'a poussé à signer des documents? Alors, comme vous voyez, il y a une série d'arrestations. D'accord? Bon, je dirais pas arrestation ou séquestration. Avant que je parte, ben, on se voyait très régulièrement, de manière conditionnée à la dame DPE ou PAM. D'accord? Solar Avec nous qui? Avec imposait qui? de nous y rendre. Solar et ses D'accord, agents. Donc, d'accord, il fallait que je parte à la dame DPE là-bas, vers la coulée, là-bas. Donc, j'y partais régulièrement tous les jours. Et avec certains de ces agents, parfois, je pouvais rester toute la journée ou genre du matin jusqu'à tard le soir et tout. C'était pour avoir une discussion approfondie vis-à-vis du business. En fait, Solar était arrivé à un stade où il voulait profiter de son pouvoir et de son influence pour récupérer tout ce qu'il y avait en premier. D'accord? Sachant que on avait un problème, c'était un problème commun. C'était pas comme si moi, j'avais Megan et que je prenais sur sa tête. Non, je n'ai pas pris. Ceux qui ont pris, c'était ceux qui sont dehors, ceux qui n'ont jamais été cités sur cette affaire. On s'occupait d'eux régulièrement, d'accord? Donc, lui a voulu récupérer 140 millions d'un coup, chose qui était impossible. Il le savait, parce que d'ailleurs, on avait des problèmes. C'est pas maintenant qu'il fallait faire. Mais pour prouver, toute personne avec qui j'ai été sur cette affaire va mentir s'il dit que je voulais le fuir, parce que j'ai faisais face au problème. J'écoutais tout le monde. Je recevais tout le monde. Je parlais avec tout le monde. Il y a certains même, ils essayaient de me voir. Je leur disais, parce que comme on était proches, je leur disais, écoutez, il faut attendre, on a un problème. Je dois régler ceux qui ne sont pas proches de nous, ceux qui ne nous voient pas tous les jours. Donc, je recevais absolument tout le monde. Le problème a commencé depuis janvier. J'étais là, H24. C'était moi l'interface. C'était moi qui regardais, c'était moi qui écoutais les gens, c'était moi qui essayais de trouver une solution à tout.
Donc, si je voulais partir, déjà, il faudrait se dire que je n'aurais pas fait face. Depuis le début, je serais partie. Il faut savoir qu'en janvier, si même, je sais pas, je sais pas si les juges ils prennent la peine de regarder ça, hein. En janvier, ne serait-ce qu'en janvier, il y a eu des sorties d'argent de mon compte de 50 millions, 45 millions, 38 millions. Sérieusement, si je planifiais de partir, le dernier montant qui est sorti au mois de mars, c'est un montant de 45 millions. Les preuves sont là. On a des preuves, hein, palpables. Genre, la personne ne peut même pas nier parce que c'est des virements effectués, c'est des chèques encaissés. Est-ce que tu comprends? Est-ce que réellement, je n'aurais pas gardé ces 45 millions pour moi avant de partir, mais je serais partie avec 600 € dans la poche. Il faut réfléchir. Il faut vous dire que je suis partie sur un coup de tête ou sur une chose qui m'était incontrôlable. D'accord? Mais loin du fait qu'on avait une activité et que certains avaient touché ou d'autres n'ont pas touché. Non, non, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais enceinte et pourtant je faisais face à tout ça, hein. Je suis même partie dans des villages de certains parce qu'ils venaient me confier qu'en fait le problème c'est que c'est vrai, ils ont confiance, ils savent, ça marche parce qu'ils ont gagné plusieurs fois, mais qu'en fait ils avaient pris avec telle personne ou telle personne, je me déplaçais avec ces personnes pour aller voir ces personnes. C'est pour vous dire que je ne voulais pas partir, je voulais faire face à l'affaire. Je recevais tout le monde qui se sentait un peu frustré, je le recevais, je l'écoutais, je parlais, j'essayais de trouver des solutions. Pourquoi donc à la dernière minute je suis partie en plus avec seulement 600 € dans la poche? Ces 600 € même ne venaient même pas de nous tellement on n'avait pas, parce que je privilégiais toujours ce qui était dehors. Je ne prenais pas. Je me disais il fallait que je m'occupe. De toute façon, si après je prends le reste, ce n'est pas bien grave. Si tu as un business qui marche et que tu essaies de sortir tes actionnaires et que tu gardes, où est le mal? Où est le mal? Il n'y a aucun mal à ça. Mais ce qui se passait, c'est que Salah a vu l'ampleur des choses, il s'est dit, écoute, non, au lieu de donner aux autres, vaut mieux que je prenne moi-même d'abord. Maintenant, il a imposé des choses qui ne pouvaient pas se faire. Parce que déjà, on avait déjà sorti ce qu'il y avait et je n'allais pas recevoir de paiement jusqu'au mois de mai. Donc, lui, pour se rassurer, il a dit non, maintenant, il préfère se désengager totalement. Je me suis dit, quelque part, j'ai compris que c'était un piège parce que s'il se désengageait totalement, il allait me piéger moi et me mettre dans la merde. Donc, moi, j'ai refusé sans lui dire non. Sans lui dire non, j'ai refusé et je m'occupais d'abord de ce qui était dehors. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur me dit, il me ramène à la dame DPE. On collecte tous les données, genre il me fait genre oui, on arrange, on monte tout, on regarde qui on priorise, qui on ne priorise pas. Et il est parti même voir des gens, leur dire écoutez, vous n'allez pas prendre maintenant, parce qu'en fait lui il voulait tout canaliser sur lui, d'accord. Et moi comme je sentais l'arnaque, comme je sentais le piège, je lui ai pas dit non, mais je n'allais pas lui donner lui. Je me suis dit si on meurt, on va mourir ensemble. D'accord, je vais pas te désengager et qu'après tout retombe sur moi. Non, 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 non. Donc, j'ai joué le jeu, on a fait les trucs, on a tout donné, on a mis toutes les données sur table et puis il les a gardées. Il ne m'a pas donné mon ordinateur, il ne m'a pas donné mon téléphone et il nous a dit de partir et on revient le lendemain. Le lendemain, on est parti à CMM, là-bas, vers un autre site, vers PAM. Je pense qu'il y a un autre vers Coulé, vers Ada, et il y a un autre vers PAM. Donc après, c'était là-bas. Là-bas, on s'est vu à 2 reprises, toujours en présence de ses agents. Donc là-bas, il m'a posé un ultimatum. J'avais absolument 24 heures, soit pour signer les documents de ma maison, comme quoi il lui appartenait. Et puis après, lui va se dédommager, moi je vais me débrouiller, etc., etc. Ou soit j'acceptais 200 millions qui allaient être donnés par un moélien, dont j'ignore l'identité, mais que lui connaissait. Ce moélien allait me donner 200 millions. Comme ça, lui, il allait prendre 140. Et ce moélien-là, je devais lui donner 20 millions par mois. J'ai dit non, mais c'est suicide parce que tu sais très bien que ça se passe pas comme ça. Il m'a dit, il s'en fout, il veut rien savoir, je n'ai qu'à faire ça. Une fois que j'aurai fait ça, je peux partir par Air Tanzanie parce qu'on n'a pas de collaboration avec je sais pas, la Tanzanie ou un truc comme ça. Bon, sachez que moi, les histoires de départ à l'étranger, c'est pas mon fort, donc je m'y connais pas du tout. Donc, tu pourras partir par Air Tanzanie et je peux même voir ce que je peux te donner pour ramener, etc.
Donc ça, c'était le jeudi. Il m'a donné 24 heures de temps. Si je refusais de faire les deux choses, ben, il allait empoisonner ma mère. Bien sûr, Salah savait que il avait une emprise sur moi depuis 2019. Depuis 2019, Salah savait que j'avais tellement peur de lui, que je le craignais. Tout ce qu'il me disait, je faisais à la lettre. Il suffit qu'il me crie dessus et ça s'arrête, hein. Il suffit qu'il me dise ne fais pas ça et je fais. Je fais pas. J'avais tellement peur que tu ne peux pas imaginer. J'avais tellement peur que le jour même, il a voulu se joindre à moi sur cette affaire, je voulais pas. J'ai refusé pendant 3 fois parce que on avait d'abord une première intermédiaire qui est venue me voir pour m'expliquer que non, c'est une bonne personne, ceci, cela. Je me suis dit non, toi là, tu connais pas le gars là. Moi, je le connais. Il m'a déjà arrêté une fois. Je sais qui il est. Mais il a essayé de me convaincre. J'ai dit non, 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 non. J'ai refusé pendant peut-être 2 mois. 2 mois. Après, il m'a envoyé une autre personne qui est très proche de moi et qui est aussi très proche de lui, parce que c'est une amie d'enfance, depuis le collège, quoi. C'est une amie avec qui on a fait le collège, le lycée ensemble, et même avant nos mariages, chacun, on était très proches, après nos mariages aussi. Donc, c'est cette personne-là qui a su me convaincre indirectement de l'accepter, parce que quelque part, je me disais non, Salah ne va pas venir me faire du mal parce que je prenais comme bouclier cette personne-là. En fait, je n'acceptais pas Salah, j'acceptais cette personne, cet ami-là, quelque part. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ce qui a fait que j'ai fini par céder, d'intégrer Salah sur cette affaire et de faire mon allié. Et franchement, ça a marché super bien jusqu'à ce que, je ne sais pas sur quel coup de tête, je ne sais pas si en interne, il avait vu que ça commençait à faire du bruit, donc il allait se faire choper au niveau travail ou un truc comme ça. En tout cas, il ne m'a pas dit ses vraies raisons, mais après, il a voulu tout récupérer. D'un coup, je ne pouvais pas. Moi aussi, je sentais que si j'acceptais, ça allait être vraiment un gros problème. Donc, quand il m'a donné l'ultimatum de 24 heures pour signer les documents liés à ma maison, je lui ai dit, mais écoute, tu sais, les documents de ma maison, je les ai jamais vus. Franchement, je les ai jamais vus. Ma mère a reçu une donation pour comment on dit, mahar, comme dot de la maison par mon père. Celle-ci nous a fait donation, moi et ma sœur. Wallah, l'endyme sur l'enfant que je porte. Je n'ai jamais vu l'acte de donation. Je n'ai jamais rien vu. Je suis revenue, ma mère avançait de dette en dette à la Mecque Moroni. Donc, à mon arrivée, elle a dit, écoute, j'ai fait tout le plus gros chemin, je suis fatiguée. Maintenant, on va prendre le relais des crédits à la Mecque. Donc, quand j'étais arrivée, elle était à un crédit de 5 millions. Donc, c'est ça que j'ai fini par payer avec les locales qu'elle avait fait faire. Je prenais les locales pour payer. J'étais très réglo. La Mecque pourrait en justifier. Je suis passée d'un crédit de 5 millions à 10 millions. À 15 millions, je pense. Je suis partie de 5 millions à 15 millions. Je l'ai payé régulièrement jusqu'à arriver à terme. Je suis partie de 15 millions à 30 millions. Je l'ai payé, et puis de 30 à 70 millions que j'avais fait d'ailleurs ce crédit. Je l'ai demandé en décembre. Il faut voir un petit peu la part des choses. Quand vous décortiquez l'affaire, ils disent que j'ai vendu la maison le 31 décembre 2022. D'accord? Or que je suis allée demander un prêt à la Mecque le 27 décembre 2022. Comment je peux aller faire un prêt à la Mecque en décembre 2022 pour mettre dans nos activités familiales et que le 31, je vende la maison? Est-ce que c'est logique d'après vous? Dans cet acte aussi, il a été mentionné que ma sœur a accepté, était présent contre un acte de, comment ils appellent ça, une procuration qui a été fait quand? Qui a été fait en avril 2022, sachant que le passeport de ma sœur qui a été cité sur la procuration a été effectué en février 2023, tu vois, et en fait, c'est pas normal. Écoutez, on achète un terrain aux Comores, un terrain de 5 millions, hein, 5 millions. Il faut quoi? Il faut le chef du village. Il faut comment il s'appelle? Des témoins. D'accord? Il faut que les voisins soient avertis parce que le voisin est prioritaire sur toute vente. Dans mon achat, ni ma mère qui a fait la donation, ni les voisins, ni personne n'a été stipulé. Aucun témoin de mon côté. Je sais pas, c'est pas cohérent quelque part. Mais bon, pour ceux qui veulent vraiment regarder le fond du dossier, ce n'est pas cohérent. Pour ceux qui ne veulent pas, ils peuvent très bien fermer les yeux et faire carré de rien n'était. Donc, Salah m'a demandé
En 24 heures, soit je signe ça, il s'en fout de tout ce qui se passe, il s'en fout de qui est qui ou qui n'est pas quoi. Il n'a rien à foutre, il est capable de me faire tout ce qu'il, pire que ce que j'imagine dans ce pays, ou sinon, je prends les 200 millions. Donc, là, dans les deux cas, je savais pas, j'avais très mal. Franchement, j'étais tellement intimidée, je voulais juste mourir. Voilà, l'envie, je voulais juste mourir. Mais Dieu a fait que j'étais musulman et j'avais la iman, j'ai pas pu. Mais je vous jure que si j'étais pas craintive, si j'étais pas pieuse, peut-être je serais morte à l'heure où je suis, parce que je me serais tout simplement suicidée tellement c'était tellement lourd à porter pour moi. C'était une intimidation qui était très lourde. Mon mari est venu me trouver en train de regarder les fenêtres ou à faire des nœuds ou des trucs comme ça. Il s'est dit non. Ma femme est enceinte, il faut que je trouve une solution pour surmonter. C'était très lourd pour lui parce qu'il venait de découvrir tout ça aussi en même temps. Il ne savait pas que je faisais mes activités. C'était quelqu'un qui avait totalement confiance en moi. Donc, il ne checkait pas parce que ça marchait, tout allait bien. Il voulait pas savoir ce que je faisais ou pas, avec qui j'étais, même savoir que j'étais partenaire avec cela. Il venait de l'apprendre en même temps. Donc, c'était trop lourd pour lui et trop difficile à porter, mais il pensait tout simplement à l'enfant et il voyait comment je réussissais et il refusait tout simplement de me laisser tout seul une seconde. Donc, alhamdulillah, je pense que grâce à lui, aujourd'hui, je suis là. Maintenant, pour revenir, je suis allée, j'ai réfléchi 80 000 fois. Le vendredi, il nous a appelé tôt le matin, il m'a dit, il faut qu'on aille faire les papiers. Il y a une voiture qui vient vous prendre. Bon, j'étais pas là. J'étais chez Swami en consultation. Et j'ai dit, ça va pas, je vais à l'hôpital et tout. Il m'a dit, non, il veut rien savoir, il faut qu'on le fasse. Donc, finalement, ils ont pris mon mari. C'était mon mari qui était dans la voiture. Mon mari m'appelle, il me dit, t'es où? J'ai dit, je suis chez Swamir. Il me dit, je suis devant, essaie de venir. Donc, j'ai compris que maintenant, c'est mon mari qui était en danger, j'avais pas le choix. Donc, je suis partie, j'ai laissé les analyses, je suis montée dans la voiture et on est parti. Maintenant, ils m'ont dit de faire l'acte de compromis de vente. Donc, on a fait cela. Mais le vendredi soir, c'était vers 23 heures, un de ses agents m'a confié que Nazra, franchement, même si tu signes, c'est faux. Salah ne va pas te laisser partir, il va t'arrêter. Même si tu signes demain, genre si demain samedi tu finalises les papiers, le lundi, il va t'arrêter. Déjà, c'est déjà sur le planning. J'ai dit, ok, d'accord. Je lui ai rien dit à lui. Je n'ai rien dit. J'ai dit à mon mari, non, il faut que je parte. Mon mari sentait que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc, finalement, ce qui est fait, je suis partie. Et quand je suis partie, moi, l'optique qui était là, c'est que je me disais, tu sais, récupérer des factures, c'est pas grave. Tu peux le faire même à distance. Il fallait que je parte, que je sois dans un endroit posé, que je puisse réfléchir, régler le problème des autres, mais que l'essentiel, c'est quoi? C'est que je refuse de signer cet acte, d'accord? Et tant que je serai ici, même si je vais voir la justice, même si je vais à la gendarmerie, mais où que j'irai, Salah aura la main longue et la bouche très longue, donc je n'aurai jamais gain de cause. Il aura toujours main sur moi, donc je pourrai jamais éviter ça. La seule solution, c'est que je parte, parce que si je suis pas, je peux plus signer, tout simplement. Moi, c'était à ça que je pensais. Donc, j'étais consciente aussi qu'en partant, sans n'avoir rien dit à tous mes partenaires qui voyaient déjà qu'on avait un problème et que j'essaie de rassurer, ils allaient se dire, ouais, mais elle a essayé de nous rassurer, elle est partie. Donc, j'étais consciente de l'ampleur que ça allait faire, mais je me suis dit, écoute, on est aux Comores, tu sais, quand tu as mal, mais que même après un an, tu retrouves ton argent, bah, tu oublies tout, tu vois. Donc, je me suis dit, d'abord, je pars, après, je peux expliquer aux gens ce qui se passe, et après, je peux gérer. Et une fois en sécurité, d'ailleurs, je pourrais dire la vérité. L'erreur que j'ai faite, c'est que comme Salah m'avait proposé de partir en Tanzanie, et que après j'ai su que quand même il voulait m'arrêter, je me suis dit c'était un piège. Donc c'est là où j'ai fait l'erreur. Je me suis dit bon, vaut mieux ne pas partir en Tanzanie, je pars à Mada. Mais franchement, ni Mada ni Tanzanie, ce ne sont pas des zones de confort pour moi. En fait, je suis pas bonne dans les pays francophones. Vous voyez, mais je n'avais pas aussi les moyens de partir dans un pays anglophone, encore moins me faire un visa rapidement. Donc, pour moi, il fallait
pour moi, dans ma tête, ce qui était prioritaire, ne pas finaliser, ne pas signer, ne pas faire le truc de la maison, ne pas faire. C'est ça qui était là. Donc, je pars, peu importe ce que les gens vont dire. L'essentiel, c'est que j'aurais pas signé les papiers que Solar veut m'imposer. C'est ce que j'ai fait, je suis partie. Mais finalement, bon, comme je vous dis, c'est l'homme le plus puissant. Hein. La personne qui gère les renseignements du pays, c'est le plus puissant du pays. Ce n'est pas les autres. Hein. C'est même pas les boss. Hein. C'est lui qui a le plus de pouvoir parce qu'il a plus d'accès, il a plus de facilité, tu vois. Donc, bien sûr, il a contacté les services de renseignement d'Éthiopie, de je ne sais où. En tout cas, il s'est bien démerdé jusqu'à me ramener ici. D'accord? Donc, pour me ramener, il a fallu qu'il fasse un mandat d'arrêt international sur, je sais même pas sur quoi, parce que j'ai même pas vu le papier, je sais même pas sur quelle base j'ai été rappelée. Donc, voilà. Donc, une fois arrivé, on m'a d'abord imposé de signer le papier. Il y a un papier qui dit que tu n'as pas le droit de quitter le territoire, il faut venir pointer à la justice. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, on m'a fait signer ce papier comme étant, le même jour de mon arrivée, on m'a fait signer ça le soir parce que il fallait justifier justement. Il fallait qu'aux yeux de la justice, ça ait une cohérence. Il fallait que mon mandat d'arrêt ait un sens. J'ai été arrêtée parce que on m'a demandé de ne pas quitter le territoire et je l'ai fait. Sauf que c'est faux. Je n'ai jamais eu ce document. Donc, le 5 avril, j'ai dû signer le document qui prouvait que on m'avait imposé de pas partir du territoire le 20 février par le juge d'instruction. Donc, c'est pas sa faute aussi. Comme je vous dis, cela a les bras longs. Donc, il était en train de tirer les ficelles un peu partout. Il n'y avait pas le choix aussi pour tout le monde. Donc, j'ai signé. Je n'allais pas, tu sais, quand tu es arrêté, j'étais dans un milieu où je ne me sentais pas du tout en sécurité, je ne savais pas où j'étais. Peut-être on pouvait me tuer là-bas, personne ne saurait. Après, on allait faire comme ça se passe tous les jours, hein. On te lance quelque part et puis c'est fini. Hein. Donc, j'ai pas refusé. Tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai pas refusé. J'ai accepté de signer le papier, c'était le premier papier. Le second papier, c'était le papier qui montrait que j'étais à la maison d'arrêt. Le troisième papier, c'était pour la procuration de ma sœur. Qui montrait que ma sœur avait accepté. Voilà, donc je pensais avec ça. Et puis, après, il y a eu la préparation de mon mari pour l'interview avec le journaliste Kamba. Je pense que lui-même, on lui a pas donné les fonds de l'histoire, on lui a dit, écoute, va faire ça, et puis c'est tout. Donc, ils ont préparé ça pour, au cas où, si je voulais, tu vois, maintenir ou tenir tête, en fait, je sais pas. Ils ont préparé ça pour que ça fasse la toile quelque part ou que si peut-être, je ne sais vraiment pas, est-ce que c'est pour l'opinion publique, est-ce que c'est pour, je sais pas, ça va être utilisé dans quoi, mais ça faisait partie des chantages que je subissais et je savais pas comment faire parce que je voulais pas aussi que l'image de mon mari aussi soit encore plus exposée. J'avais peur pour ma sœur et ma mère. Je croyais vraiment tout ce qu'ils me disaient, qu'ils allaient nous tuer, tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris la fuite et que j'ai décidé de partir. Merci Madame Nazra. Et je voudrais aussi, ah oui, il y a un autre papier, c'était celui qui montrait que il y a un papier qu'on m'a fait écrire que j'ai reçu 380 millions. Je ne me souviens plus vraiment des mots employés, mais on me l'a fait écrire et puis signer. D'accord, c'était aussi là où j'étais détenue, je dirais même pas détenue, séquestrée. Et d'ailleurs, pour faire la remarque, c'était, je crois, le jour de mon arrivée ou le lendemain, je sais plus. Le gars m'a, comment il s'appelle? Solar est venu me dire, le ministre va venir, le ministre de l'Intérieur, il va venir là, tout de suite. D'accord? Donc, si tu oses détourner ou dire autre chose, tu verras, c'est nous qui sommes là avec toi, c'est nous qui te détenons. Tu n'es pas au courant, tu ne sais pas de quoi on est capable. Donc, il va venir et s'il vient, il va te poser une question. Il va te demander si tu as réellement vendu la maison. Et tu vas dire oui.
et que tu as reçu les 380 millions cash et que sur ces 380 millions, qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas dire que tu as donné parce que tu vois, Salah connaissait vraiment tout au millimètre près, même ceux qui ont reçu en dernier lieu. Donc il a dit, j'allais dire que j'avais donné ça aux receveurs des impôts, j'ai un peu oublié, mais bon, il avait sélectionné les personnes qui ont reçu des grands montants et commissions sur lesquels j'allais dire que c'est eux qui avaient, c'est cet argent-là que j'avais donné à ces personnes-là. Tu comprends? Et le ministre Donc, est venu. justement, le ministre est venu et c'est là où je me suis sentie vraiment, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a affectée. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a tellement affectée parce que je me suis dit, quand un responsable arrive comme ça, je pense que sur une telle affaire, je méritais d'être en privé avec lui. Mais Et dès tu qu'il étais là, arrive, Solar était là, et les Solar autres est aussi venu étaient là. avec lui, le ministre se met devant moi et Solar est derrière le ministre. Tu veux que je fasse quoi? Il me pose exactement la question qu'il m'a demandé. Est-ce que tu as vendu la maison? J'ai dit oui. Alors tu as vraiment vendu à cet Indien-là? J'ai dit oui. Heureusement, comme il est de la capitale comme moi, il savait l'historique. Il a dit, on parle bien de la maison de ta mère là? J'ai dit oui. Celle que ton père lui a donnée? J'ai dit oui. Donc, après, il me dit, mais d'ailleurs, lui-même, il a fait la remarque. Il dit, mais d'ailleurs, mais c'est pas logique. Il devrait y avoir une investigation de blanchiment d'argent contre cet Indien. Comment il peut rester avec 380 millions cash comme ça? Et après, je sais plus, Salah a dit quelque chose, je sais vraiment plus. Et puis, bon, l'histoire a changé. L'histoire a été Donc, modifiée. Et après, euh, il m'a posé Nasra, deux autres questions. Ah oui, oui, d'accord. oui, excuse-moi. Ça veut dire Mm. que le ministre n'est même pas au courant que c'est Solar qui tire les ficelles. Non, je sais même pas quoi croire. Je pense que non, parce que vu son interaction, il a dit, parce que s'il était au courant, il n'aurait pas dit, ben, d'ailleurs, cet Indien devrait avoir une investigation Ok, de blanchiment d'argent. Parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, d'accord. mais c'est pas normal. Que si un Indien comme ça, un simple commerçant, peut avoir autant de cash sur lui, il devrait avoir une enquête d'investigation. Mais après, il a dit, bon, je sais plus. En tout cas, je me souviens que Soala a dit un mot, et puis, en tout cas, ça a fait que le ministre a détourné en fait, il a détourné l'attention du ministre sur l'affaire. Je me souviens. Donc après, le ministre m'a posé des questions sur deux personnes qui lui étaient un peu proches, et puis il m'a demandé si ces personnes-là étaient dedans. J'ai dit non. Et après, il m'a dit, il a demandé à ses agents et à Sola, est-ce que vous savez, ça sera sur, je sais pas, sur le document juridique, ça sera classé sur quelle affaire, nanana, nanana. Après, ils ont commencé à ouvrir des bouts ils ont regardé. Et après même pas quelques minutes, il est reparti et Solar l'a raccompagné. Et là, après, on m'a laissé retourner dans la cellule où j'étais. Et quand il a raccompagné Solar, Solar, il est revenu. Après, il a commencé à rigoler. Il m'a dit, est-ce que tu penses que ton mari comment dire, est-ce qu'il va divorcer? Il va te demander le divorce et tout. Je dis, je sais pas du tout. Non, mais je pense qu'il Donc, devrait le faire, donc hein, ou sinon après chercher une ça, deuxième femme. Mm. attends, après ça, il est revenu, après que il t'a dit de Mhm. dire ce qu'il fallait dire au ministre, Oui, et que tu oui, as dit face à Fakri, puisque tu te sentais en oui, danger et que ta oui. vie en dépendait, il est revenu, Mhm. tu, vous avez bien dit qu'il a rigolé. Oui, 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 bien sûr, il a rigolé. Il venait tous les soirs, hein. Il Parce venait que tous les son soirs coup, entre il est passé, 22 heures il a et fait ce qu'il fallait faire. Il a dit ce qu'il fallait dire, donc voilà, il a rigolé. Voilà, c'est un il film revenait indien. chaque soir, hein. Pendant la première semaine, il revenait chaque soir. Je pense qu'il a arrêté de venir le dimanche. Mais il est Merci. revenu chaque soir à partir de 22 heures Merci, pour, Madame euh, Nazra. pour- Madame Nazra, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Un dernier mot avant de passer à la conclusion et aussi de vous libérer. En fait, ce que je voudrais dire, je voudrais vraiment faire appel à notre institution, à l'État surtout, à la justice. Vous savez, moi, pour mon cas, c'est déjà passé. Rien ne peut plus être réparé pour mon cas. Ce qui est fait est fait.
Je ne condamne pas que c'est vrai, les services de renseignement devraient avoir des enquêtes ou des bases secrètes, tout ça, mais je pense que quand même, pour la sécurité des citoyens ou de la population, il devrait avoir une je dirais, je ne sais pas comment on qualifierait ça au niveau enquête, mais une contre-expertise. C'est-à-dire des enquêteurs, des enquêteurs. Je ne sais pas si tu vois. Il y a ceux qui sont au niveau service, qui font les enquêtes, d'accord? Et il devrait y avoir des inspecteurs de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une enquête, mais qu'il y ait des inspecteurs, soit qui seront là de manière permanente, ou qui vérifient l'état les conditions, l'état de la personne, la détention. C'est vrai que pour la sécurité, pour mener à bien l'affaire, il serait judicieux de garder les bases de détention secrètes, d'accord? Mais quelque part, je me dis, pour éviter que vos agents, les agents des responsables, agissent ou fassent abus de pouvoir, il faudrait après qu'il y ait des inspecteurs, parce que peut-être je suis celle qui a parlé. Qui sait s'il y en a eu d'autres victimes? Personne ne sait parce que la plus grosse outil pour ces affaires-là, c'est l'intimidation. Beaucoup de personnes ne craquent pas. Jusqu'à preuve du contraire, je me suis dit jusque-là. Si je me suis dit, je préfère me confier, c'est parce que j'ai l'impression que, voilà, j'ai tout subi. Il n'y a plus rien que j'ai pas vu. À part mourir, il n'y a rien que j'ai pas vu. Et je ne suis pas convaincue que le jour où je vais aller accoucher, je vais revenir de vivant. Donc, je me dis, autant le faire et garder ne serait-ce que les gens sachent c'est quoi la vérité, ou peut-être avoir une occasion que plusieurs autres n'ont pas eue. Donc, je demanderai que l'institution soit revue de manière à ce que la justice soit libre de faire ces investigations, que la justice puisse interagir même quand une personne est très haut placée, que la justice puisse comprendre qu'une personne, même malgré son pouvoir, peut avoir un litige, un problème civil avec un autre et ne pas faire usage de son pouvoir pour régler ses propres affaires. Aujourd'hui, un problème entre moi et une personne a affecté tout l'État, ça a affecté tout le monde. Imaginez toutes les pères de famille qui ont été destitués de leur poste pour des affaires non fondées. Imagine les personnes enragées qui croient qu'aujourd'hui je suis passée les balancer. Pourquoi cela savait que j'avais dans mon ordinateur 56 personnes? Pourquoi on doit arrêter un et pas d'autres? C'est parce qu'il savait que certains connaissaient vraiment son visage et que certains n'étaient pas intimidés par lui et que certains, s'ils avaient été vécus dans cette affaire, allaient aussi parler de lui. J'étais la personne la plus faible, le maillon le plus faible et celle qui avait peur. Il savait très bien, il était conscient de l'emprise qu'il avait sur moi depuis 2019. Donc, je demanderais si, Inch'Allah, un jour, cette vidéo voit le jour, ça voudrait dire que soit je suis vraiment en danger, soit ma mère et ma famille en danger, soit ma mère n'est plus dans sa maison, soit on nous a tout pris, d'accord, ou soit je suis morte. Ceci dit, j'espère que ce jour-là, notre État va commencer à réfléchir comment libérer la justice de cette emprise de pouvoir, vous voyez, et qu'il puisse y avoir des inspecteurs qui vont gérer ça au millimètre près. Voyez-vous, aujourd'hui, peut-être les gens vont douter de mes faits. Et j'aurais honte parce que j'aurais dit une chose qui est tellement honteuse parce que ne croyez pas que divulguer une agression soit très joyeux à dire. Hein. C'est honteux. Tu as honte. Tu te dis comment les gens vont te regarder dehors. Comment ta vie sera affectée. Mais si on était dans un état où j'étais libre, où je me sentais libre, où j'avais tellement confiance que peu importe ce que je parle, ma vie ne serait pas en danger. Peut-être je l'aurais évoqué dès le premier jour de mon arrivée ici et il y aurait eu peut-être investigation et les équipes médicales auraient prouvé. Ils auraient prouvé. Aujourd'hui, maintenant, je suis à peu près à 4 ou 5 mois de grossesse. Je ne sais pas quand cette vidéo verra le jour. Peut-être à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, je ne sais pas. Mais d'ici là, comment on peut prouver? Je ne peux plus rien prouver parce que les séquelles ne seront plus d'actualité. Or qu'à quelques jours ou à 1 semaine ou à 2 semaines, ça peut se vérifier. Voilà. Donc j'espère vraiment, je fais vraiment appel à ce que la justice, le gouvernement, tout le monde
commence à revoir comment le citoyen, le Comorien peut, surtout la femme, peut se sentir libre de s'exprimer, même après ses erreurs, devant la justice ou devant tout le monde, sans avoir peur qu'une personne qui soit haut placée ne puisse étouffer l'affaire ou ne puisse dérouter l'affaire. Ou ne serait-ce jusqu'aujourd'hui, si mon mari ne dit rien, si mon mari ne fait rien, parce que dans sa tête, il se dit, même si je veux essayer de défendre ma femme, ils vont encore sortir une vidéo de moi qui dit des aveux contre mon gré. Et que vais-je faire? C'est encore pire. Donc, on a décidé de garder le silence, juste pour espérer qu'on puisse vivre. Mais je pense que je sais pas, parfois, c'est comme tu as dit, la seule issue ici, c'est la divinité d'Allah. Est-ce que je pourrais, par la grâce de Dieu, pouvoir reprendre une vie aux Comores? Sachant que moi, je veux bien, et je vais tout faire pour essayer d'y rester et de me reconstruire ou de regagner l'image que j'ai toujours eue depuis mon retour. Mais après, je ne sais pas, parce que tant qu'une personne très haut placée va vouloir se venger ou va vouloir utiliser tous ses pouvoirs pour se venger d'une personne avec qui il a un problème, allez voir. Aujourd'hui, il suffira juste que, même si par exemple, je pars à l'hôpital, qu'une personne vient m'agresser, on ne sait pas c'est qui, et qu'il va, vu comment il a divulgué l'affaire, il va tout simplement dire que, ah non, c'est les personnes avec qui il a eu des conflits. Peut-être, c'est très simple ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesbah, la conclusion, s'il vous plaît. Oui, merci Nazra pour cet entretien, pour la vérité, ta vérité que tu nous as confiée aujourd'hui. Tous les Comoriens ont écouté, ont vu ce que tu as dit aujourd'hui. Je te tutoie à la fin de l'entretien parce qu'on a passé à peu près 1h30 à échanger sur l'affaire en question. Dans toute cette affaire-là, on a vu que tu as bien distingué les choses, tu as bien expliqué les choses, surtout que vous étiez deux dans cette affaire-là. L'abus de pouvoir, tous les Comoriens l'ont vu, l'ont su, l'ont entendu. Maintenant, c'est à eux de comprendre. La justice, peut-être, un jour, on ne sait pas. On a vu aussi qu'au niveau de la maison, tu as signé des documents sous contrainte, que tu as été menacé avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme avec qui tu étais partenaire dans cette affaire-là a aussi beaucoup plus de pouvoir que le ministre ou a beaucoup plus d'influence que d'autres personnes en place. Mais on a passé beaucoup de temps. Je pense que les Comoriens ont compris l'affaire et il n'y a pas d'autre mot à rajouter sur la violence que tu as subie, sur tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Je pense d'abord te remercier par rapport à l'entretien que tu nous as accordé à partir de ton lieu de détention, à la fois pour Comores Info et aussi pour ACMC. Sur ce, je laisserai la parole à Tadj de ACMC pour le mot de la fin. Merci. Juste ce qu'il y a à dire, tu as bien dit à mon frère Misbah. Avant tout, on remercie Madame Nazra à toutes les conditions qu'elle est en train de vivre actuellement et d'accepter de venir témoigner et répondre à nos questions. Et là, le temps qu'on a passé, on ne peut pas abuser un peu plus. On vous remercie et aussi on remercie nos auditeurs qui ont patienté à écouter, à regarder notre mission.